Bonsoir à tous. Merci d'être là nombreux. Tropisme a le grand plaisir de recevoir ce soir Christian Laval, sociologue et désormais romancier. C'est son premier roman. Donc, Christian Laval est un sociologue qui a écrit plusieurs livres avec un collègue complice qui s'appelle Pierre Dardot, qui ont écrit plusieurs livres, notamment Commun, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès. Un autre qui s'intitule Dominé, qui a été édité en 2020, au début du Covid, qui pourrait être le premier volume de celui-ci. Donc, le nouveau qui s'intitule Instituer les mondes, pour une cosmopolitique des communs. Donc, Commun était déjà le titre d'un livre précédent. Maintenant, il est en sous-titre, il y a les mondes, instituer les mondes. Donc, il y a une pluralité qu'on va retrouver d'ailleurs dans le roman. Je reviendrai un petit peu avec lui sur ce terme d'instituer. En 2012, Christian Laval a écrit avec Pierre Dardot un livre aussi volumineux que celui-ci sur Marx, qui s'intitule Marx, prénom Karl, qui est une lecture ample de l'ensemble de l'œuvre de Marx et d'Engels, parce qu'on va voir qu'il y a des personnages, disons, autour de Marx, dans les parages de Marx, dont on parle très peu, notamment Engels, et puis la cadette Éléanore, sa fille, on reviendra là-dessus. Donc voilà, donc la matière, Marx, Christian Laval la connaît par cœur. Et donc, avant de parler du roman, Christian, d'où vient ce titre? Donc, instituer les mondes, pas construire, pas constituer, mais instituer. Oui, merci Samy, en tout cas, et merci à Tropisme, et merci à vous toutes et tous d'être là pour cette présentation, cette double présentation de livres. D'abord, je voudrais m'excuser de faire des livres aussi gros. J'ai appris, je regardais le journal Le Monde d'aujourd'hui, et ils annoncent une nouvelle terrible, entre autres, une nouvelle terrible, c'est la baisse de la lecture en France, dans toutes les catégories d'âge. Et même les seniors, qui ont a priori du temps pour lire, des livres, semble-t-il, se passionnent à leur tour pour les écrans. Et donc, voilà, j'ai l'impression, vraiment, et je suis dans une librairie, et je voudrais défendre le livre et défendre la lecture, que, voilà, faire des gros livres, c'est aussi, d'une certaine façon, un acte presque militant. Et qu'il faudrait peut-être qu'à tous les âges, peut-être dès les plus jeunes, on fasse plus attention aux livres. Voilà. Je crois qu'il faut rendre hommage à tous les métiers du livre, en particulier aux libraires qui font un travail de salut public de ce point de vue-là. Hein. Et je sais à quel point, quand j'étais universitaire, et je m'en veux encore de ne pas avoir été suffisamment vigilant sur le fait de faire lire mes étudiants. Alors que dans d'autres pays, je pense en Italie, enfin les pays que je connais, au Brésil ou au Canada, au Québec en tout cas, les collègues universitaires font lire les étudiants beaucoup plus qu'on le fait, en tout cas en France. Et là, il y a quelque chose de terrible. Alors, c'était déjà un premier point. Pourquoi faire des gros livres? Je crois qu'il faut faire l'effort aussi d'avoir des ouvrages dans lesquels on peut se replonger, non pas pour les lire de la première page à la dernière page. Je sais qu'il y a des gens qui se tiennent obligés, qui se croient obligés de lire un livre
comme ça. Mais au fond, un livre, c'est aussi une question d'usage. On peut le prendre aussi par plein de bouts. Et ce livre, Instituer les mondes, il a plusieurs parties. Et on peut commencer, par exemple, par la dernière. La dernière partie s'appelle Tracé stratégique. Le livre, en fait, c'est, comme tu l'as dit, Samy, il fait partie d'un ensemble avec le Dominé. Le premier livre, Dominé, c'était une histoire de la souveraineté de l'État en Occident. On s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez terrible dans, disons, la sphère savante et dans la sphère militante, c'est que l'État lui-même n'était plus interrogé pour tel et qu'on semblait le prendre pour une évidence naturelle. L'État, c'est naturel, il faut des États, etc. Et l'État a toujours été de la même sorte et il est partout dans le monde de la même nature. Or, nous voulions faire une histoire de l'État en Occident, autour de son principe fondamental, c'est le cas de le dire, qui était la souveraineté, le principe de souveraineté. Et pourquoi on faisait ça? C'est parce qu'il nous semblait que la gauche avait souvent, enfin la gauche ou les gauches avaient un point de vue assez naïf sur l'État, faisant souvent de l'État un recours contre les marchés. En fait, voilà, et ça fait 30 ans avec mon ami Pierre Dardot qu'on essaie de se battre sur le fait que cette opposition État-marché est quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion et du leurre, parce que s'il y a quelque chose qui crée les marchés, qui les institue justement, qui institue les marchés, c'est bien l'État. Et le néolibéralisme n'est jamais rien d'autre qu'une entreprise politique qui consiste partout et dans toutes les sphères de la société à créer du marché, des liens de concurrence. Donc c'était ça un peu l'idée de Dominer, faire cette histoire de l'Occident, de la souveraineté en Occident. Et donc, comme on avait fait il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'on avait d'abord fait la nouvelle raison du monde, c'est-à-dire une investigation sur la société néolibérale. Donc, on avait ensuite enchaîné, ou presque, avec un livre qui s'appelait Commun, qui était une réponse. C'est-à-dire que quand on avait fait la nouvelle raison du monde sur le néolibéralisme, on nous avait dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut opposer à cette logique générale que vous décrivez? On a dit, il se passe des choses dans la société, il se passe justement la naissance de formes alternatives différentes et qui prennent le nom partout dans le monde de communs. Et donc, de ces communs qui se créent un peu partout, on peut dégager un principe politique que nous avons appelé le principe politique du commun. Et c'était donc une proposition politique que nous faisions et qui se terminait par une série justement de propositions plus particulières qui étaient mises en débat, qui pourraient animer ou alimenter des débats. On a fait de la même manière, après Dominer, donc on a fait le revers, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à gauche qui pourrait nous permettre de résister au développement partout, enfin universel du néofascisme. Qu'est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui à partir des luttes telles qu'elles se sont déroulées depuis une vingtaine d'années? Parce qu'il faut toujours partir des luttes, enfin c'est notre méthode, c'est celle de Marx, toujours partir de ce qui se passe, des formes de lutte, des terrains de lutte, des mouvements, de leur organisation, etc., pour développer quelque chose qui ressemble à des stratégies ou à des formules stratégiques de réponse à la montée du néofascisme. Bon, la réponse la plus immédiate, c'est de développer l'internationalisme, c'est-à-dire face au nationalisme agressif et fanatiques qui partout envahissent la sphère politique, il faut renouer avec l'internationalisme et donc faire ce qu'on a fait au début de ce livre, une histoire finalement, enfin une double histoire. Premièrement, l'histoire de la nationalisation progressive des socialismes, des alternatives, c'est-à-dire comment les gauches ont été enlisées progressivement, enquistées dans les formes étatiques nationales. Donc ça, c'est vraiment, ça résonne avec le livre précédent sur l'histoire de la souveraineté, comment les gauches, finalement, ont été
donc encadré d'une certaine façon par le cadre juridico-politique qui est celui de l'État-nation ou des États-nations. Et l'autre histoire, c'est comment les internationalismes se sont malgré tout développés jusqu'à leur échec du fait même du mur juridico-politique de l'État. Donc c'est ça un peu le mouvement du livre, avec un développement ensuite sur la nouvelle chance de l'internationalisme qui a été l'altermondialisme. C'est-à-dire vraiment là il y a eu un moment autour de la fin des années 90 et au début des années 2000, un réveil de cette idée que la lutte devait être internationale et qu'on ne pouvait plus se contenter des gauches nationales, d'une somme de gauches nationales, qu'il fallait un mouvement international et qui a pris l'aspect justement très nouveau de l'altermondialisme qui ne se résume pas du tout, c'est ce que nous montrons, qui ne se résume pas du tout aux vieilles formules de l'internationalisme ancien, prolétarien, etc. C'était vraiment une figure nouvelle dans l'histoire. Et on montre que justement, après l'épuisement, un certain épuisement de l'altermondialisme, et il en est resté quelque chose d'important, il y a des formes nouvelles de lutte. Il y a le mouvement des places, il y a les luttes des autochtones, il y a les luttes féministes et écologistes, il y a tout un ensemble de caractéristiques de ces luttes. Et alors j'en viens justement à instituer ce qui est particulier dans le moment que nous vivons. Enfin, il n'y a pas que le néofascisme, il y a aussi le fait qu'un peu partout dans le monde s'instituent des formes de vie, des formes d'activité qui sont justement les communs, et que ces formes-là s'instituent, c'est-à-dire elles prennent la forme d'entités politiques, d'autogouvernement. Et ça, selon des modalités très différentes. Alors évidemment, on évoque les cas classiques du Chiapas, du Rojava, mais aussi des formes beaucoup plus partielles, les ZAD, les occupations, les différents types d'occupations, qui à chaque fois donc donnent l'idée, l'image, reproduisent la figure de formes politiques nouvelles, et c'est ça qu'on appelle instituer. Instituer, ça, pour nous, c'est toujours un acte instituant. Depuis commun, nous avons comme idée que ce qui importe dans les pratiques, c'est justement qu'elles donnent lieu à des institutions. Par institution, il ne faut pas justement penser seulement à l'instituer comme le fait une certaine sociologie. La vieille sociologie durkheimienne, etc., elle pense toujours l'institution comme un ensemble de choses établies qui s'imposent à des individus. Nous, on pense l'institution à la manière plutôt de Merleau-Ponty ou de Castoriadis, dans sa double mouvement d'instituer et d'instituant. Et donc, ce qui nous importe dans les mouvements révolutionnaires, et en ce sens, ils sont révolutionnaires parce qu'ils instituent d'autres formes. Avec, pourquoi les mondes, instituer les mondes, qu'est-ce que ça veut dire? Nous prenons comme maxime directrice, si je puis dire, de la nouvelle stratégie, non plus le mot d'ordre altermondialiste de « un autre monde est possible », mais le mot d'ordre ou la formule zapatiste, qui est de créer un monde où il y ait place pour de nombreux mondes. C'est-à-dire qu'au fond, la réponse ne doit plus être celle de l'État général, du grand État mondial, surtout pas, ni non plus des États nationaux, ni non plus d'une internationale qui serait l'Association universelle des producteurs, telle qu'elle naîtrait finalement de l'uniformisation du monde par le capital. C'était la formule du XIXe siècle. C'est plus ça aujourd'hui. Ce qui se dessine à travers les mouvements, les luttes, etc., c'est le fait que se développent des formes d'autogouvernement des milieux de vie. Voilà. Le cadre n'est plus la nation, enfin le cadre que nous pensons être celui porté par les mouvements, ce n'est plus la nation, ce n'est plus non plus ce monde unique que l'on voudrait être celui des travailleurs, c'est celui des milieux de vie qui communiquent entre eux, mais qui surtout donne lieu à un nouveau rapport entre non seulement les humains, mais les humains et d'autres formes de vie. Et c'est ça aujourd'hui qui se dessine, à travers les discours d'ailleurs, à travers le fait que de plus en plus, les mouvements écologistes sont aussi des mouvements sociaux, sont des mouvements féministes. Ce que nous développons là, c'est cette idée de transversalisation générale
finalement des luttes autour de l'idée que nous avons à réaménager nos milieux de vie. Et par milieu de vie, ce n'est pas seulement les écosystèmes naturels, c'est aussi justement les écosystèmes institutionnels. Hein. Voilà. Donc c'est un peu l'idée du... Voilà, j'ai résumé un peu l'idée du bouquin, des 700 pages du bouquin. Oui, non, donc il y a au début d'ailleurs du livre, tu définis très exactement, surtout cette idée, mais on reviendra là-dessus dans le roman, de faire monde. Donc je lis, c'est là le sens qu'il faut donner au titre instituer les mondes. La multiplicité des mondes n'est en rien quelque chose de donné, moins encore la figuration et la construction d'un monde commun à ces mondes multiples. Instituer les mondes relève ainsi non d'une position de surplomb sur les différents mondes existants ou en formation, mais d'une décision collective sur le sens de chaque faire monde, comme sur les rapports qu'il entretient avec les autres manières de faire monde. Donc il y a cette histoire de faire monde. D'ailleurs, à la page 18, on lit aussi « imaginer et construire ce que nous pourrions être ». Donc il y a cette idée de faire monde, les formes de vie font monde et une multiplicité de mondes. Voilà, je pense que nous sommes dans une période très radicale. Enfin, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les néofascistes qui sont là et qui, d'une certaine façon, à leur tour, font monde, bien sûr. C'est-à-dire créer un monde absolument infernal tel qu'on le voit dans le Trumpisme aujourd'hui. Et pour qui, finalement, faire monde, c'est d'abord hiérarchiser, c'est-à-dire créer des hiérarchies et évacuer tous ceux qui sont les surplus de l'humanité, dont on ne veut plus. Avec aussi quelque chose qui est important à retenir, c'est-à-dire que pour eux, l'intelligence artificielle, c'est ça qui va faire monde, vraiment. Bon. Et de l'autre côté, et là l'affrontement est absolument radical, je pense qu'il y a, porté par les mouvements dont je parlais, écologistes, féministes, paysans, étudiants, etc., il y a une toute autre logique qui se met en place, radicalement opposée, qui est de faire monde sur des bases qui sont celles justement du respect de l'environnement, de la tolérance bien sûr, de la liberté d'opinion, de la liberté de circulation, etc. Et donc il y a vraiment là quelque chose d'assez frontal qui est en train de se dessiner, qui se dessine déjà. Alors évidemment, certains disent mais il n'y a plus rien à faire, ils ont gagné, voilà, tout, ils emportent tout, etc. Moi je ne crois absolument pas. Dès l'élection de Trump, quand on a sorti ce bouquin, à ce moment-là, on s'est dit non. Justement, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui produire des analyses qui peuvent éventuellement servir au moment de la remobilisation. Et cette remobilisation, elle a déjà commencé. On le voit bien aux États-Unis. C'est-à-dire quand Bernie Sanders dit « le désespoir n'est pas une option », c'est le mot d'ordre aujourd'hui de l'époque. C'est-à-dire, effectivement, il faut relever la tête et se remobiliser. C'est ce qui se passe. Mais maintenant, la question, c'est de ne pas recommencer les erreurs et de ne pas s'enfermer dans les cadres établis, dans les cadres nationaux, étatiques, nationaux, chacun pour soi, chacun se bat contre ses ennemis, etc. Non, la question, c'est de revivifier, de régénérer des formes mondiales, des formes internationales. Et ça, c'est tout l'espoir qu'on peut avoir dans la gauche. Enfin, en même temps, on peut se désespérer de la gauche. Je me désespère, moi, de la gauche française. Mais en même temps, il y a des choses quand même, moins dans les partis que dans les mouvements, qui peuvent laisser espérer justement des formes de communication entre les mouvements, par exemple, etc. Bon, voilà. Il y a donc cette histoire de faire monde et de la pluralité des mondes. Pour faire la transition avec le roman, tu écris ceci donc, avec Dardot. Il serait fou de croire que l'irréductible pluralité des mondes interdit de faire monde. La démocratie mondiale peut se frayer un chemin sans nier la diversité des voies, en refusant d'un côté l'universalisme mensonger de l'Occident et de l'autre l'impasse des identités indigènes. Et de la même façon, rien ne serait plus faux que de rester fidèle à un évolutionnisme qui condamnerait les formes traditionnelles de vie au nom du progrès, la négation du ferment subversif que peuvent constituer les vestiges
que n'ont pas englouti l'État et le capitalisme est une erreur politique grave. Donc les vestiges qu'on aurait tort de laisser de côté, on va peut-être les retrouver dans le roman. Alors Marx en Amérique, Marx en Amérique va chercher si Marx est toujours dans Marx. Est-ce qu'il l'a trouvé? Est-ce qu'il y a un autre Marx en Amérique qui n'a rien à voir avec le Marx allemand, le Marx anglais, le Marx européen? Marx en Amérique, alors voilà la couverture. Donc sur la couverture, on dirait une ancienne affiche un peu burinée avec Marx et les Indiens autour. Donc c'est un roman d'aventure, très, très, très impressionnant, très érudit parfois, il y a une gravité. Marx se met à l'épreuve, il entend, il consigne, il écoute. Et comme tu dis souvent, il va voir ce qui se passe. Donc c'est le b.a.-ba d'un communisme qu'il a construit avec Engels. Aller voir ce qui se passe, enquêter. Et donc, est-ce que c'est un fantôme de Marx? Alors, tu dis au début dans l'avertissement, il ne m'est resté que la ressource combinée de l'imagination et de la documentation pour rendre compte d'un Marx inconnu, ou plus exactement d'un Marx possible. Suivre un fantôme est éreintant, surtout quand il s'agit de Marx. Il a ses exigences. Marx est un homme de savoir et d'action. Donc, Marx ne meurt pas en 83. Il décide de partir en Amérique. Il fait faire un semblant de funérailles. Avec l'accord d'Engels et de sa fille, il part aux États-Unis. Donc, on parlait de fantômes. Donc, on se rappelle tous, disons, la première phrase du manifeste, un spectre hante l'Europe. Donc, il y a tout le temps une histoire de spectre et de fantômes. On se rappelle aussi le titre du livre de Derrida, Spectre de Marx, donc déjà des années 80. Donc, est-ce qu'il y a là une poursuite d'un fantôme? Est-ce que c'est un nouveau Marx, comme tu dis, rené, régénéré, repris? Alors c'est très étonnant parce que c'est une fiction, mais en même temps, comme on en a parlé, il y a des... Marx revoit un peu toute sa doctrine en observant les Iroquois. Et donc, il sera rejoint par Engels quelques années plus tard pour voir si les hypothèses sont encore bonnes. Alors, est-ce que c'est un nouveau Marx? Est-ce que c'est une reprise? Comment est venue cette idée de transposer Marx, transplanter, déporter Marx en Amérique? Est-ce que c'est une virée? Est-ce que c'est un virage? Est-ce que c'est une dérive? Quelle est la part, disons, du roman là-dedans? Le roman, il est vraiment assumé, c'est-à-dire dire que Marx n'est pas mort en 1883 et qu'il a été vivre chez les Iroquois. Pas seulement vivre chez les Iroquois, il devient Iroquois. Et donc c'est vraiment l'idée d'une métamorphose de Marx, donc il y a un roman authentique, si je puis dire, avec, comme je dis dans l'avertissement, évidemment une base documentaire à la fois sur Marx et sur les Iroquois. Donc pour ne pas tromper le lecteur, je n'invente rien du fait que Marx et Marx a une histoire qu'on connaît, a une doctrine, ou en tout cas a une œuvre qu'on connaît ou qu'on croit connaître, et que les Iroquois, on sait par de multiples voies ce qu'ils ont été.
Donc ça, c'est sûr. Alors, c'est un roman, et c'est un roman, effectivement, un peu spectral. C'est-à-dire, là, je reprends évidemment l'intuition qu'avait Derrida en 93, quand il écrit ce magnifique livre qui s'appelle Spectre de Marx. Et pour ceux qui, dans les années 90, désespéraient déjà du fait que, justement, l'idée révolutionnaire avait disparu, ils ont trouvé dans ce livre, à ce moment-là, dans ce livre de philosophie, quelque chose qui les a vraiment aidés, soutenus. Enfin, moi, ça m'a tout à fait soutenu. Marx n'était pas complètement mort, il vivait, et il était comme le communisme, c'est-à-dire il vivait de façon spectrale. Il vivait comment? De façon spectrale, il vivait à travers des héritiers. Le propre du spectre, c'est justement de réapparaître dans le réel, dans un réel. Donc, il s'agit effectivement de quelque chose comme ça, sauf que c'est pas de faire revenir Marx aujourd'hui qu'il s'agit, c'est pas comme un auteur, un historien américain, Howard Zinn, qui avait fait un petit livre qui s'appelait Le Retour de Marx. En fait, c'est dans ce petit livre qui était aussi une petite pièce de théâtre. Lui, il avait l'idée de faire que Marx revienne, atterrisse comme ça dans la réalité contemporaine. Là, il s'agit tout à fait d'autre chose, c'est de faire vivre, de faire continuer de vivre. C'est un plus de Marx, en quelque sorte. C'est un supplément de vie de Marx que en tant que romancier, je lui attribue, je lui accorde généreusement. Je lui attribue un supplément de vie, une nouvelle vie, en effet, imaginaire, parmi les Iroquois. Mais est-ce que c'est complètement imaginaire? Et quand je dis que c'est un Marx qui aurait pu être, c'est une vie de Marx, un supplément de vie qui aurait pu être, là je n'invente pas, parce que justement Marx, c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, celui qu'on appelle le dernier Marx, était de plus en plus fasciné finalement par des formes sociales qu'on peut dire, et que lui-même a qualifié d'archaïques, en suivant justement les travaux d'un anthropologue américain qui s'appelle Lewis Henry Morgan, qui avait travaillé qui avait étudié les Iroquois, qui avait vécu chez les Iroquois, qui avait été adopté par les Iroquois, et qui est mort en 1881. Donc mon Marx imaginaire, c'est quelqu'un qui vient redoubler Morgan, qui est en quelque sorte le double de cet anthropologue qui fascinait Marx, et qui va donc suivre ses pas, c'est-à-dire qui va observer les Iroquois et puis devenir à son tour Iroquois en étant adopté par les Iroquois. Et donc ce que je voulais faire en fait, c'était de mettre à l'épreuve effectivement Marx avec sa doctrine, son œuvre, son action, etc. Le mettre en rapport avec, avec des gens très différents, qui vivent différemment, qui pensent différemment, qui œuvrent différemment, qui luttent autrement que la forme disons, un peu canonique du mouvement ouvrier, tel que Marx a pu le penser, ou tel que le marxisme a pu le penser. Alors c'est un Marx, je dis souvent, c'est un Marx, je reprends le titre d'un bouquin de Negri à l'époque, c'est Marx au-delà de Marx, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que je le pousse plus loin qu'il n'a voulu bien être à la fin de sa vie. Voilà, c'est un peu l'idée générale de la chose. Et je pousse à bout, en fait. Je veux dire, je fais comme Marx. Il disait qu'il faut être radical. Bon, donc, dans le roman, je veux être absolument radical, c'est-à-dire pas rester à mi-chemin d'un Marx qui aurait été simplement observateur, plus ou moins intéressé, qui aurait raconté ce qui se passe, etc. Non, je veux faire en sorte, j'ai voulu que Marx devienne ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un homme d'action, qui s'engage et qui lutte contre la colonisation, enfin, qui prenne sa part dans la lutte des Indiens Iroquois contre les colonisateurs. Oui, d'ailleurs, il devient un des chefs. Il a été adopté. Il adopte lui-même un garçon par affection. Il se marie avec une Iroquoise, une institutrice. Et donc, et en plus, il commet l'irréparable. Donc, c'est un activiste qui a à 2 reprises, on vous laisse découvrir ce qu'il a fait, mais il a été vraiment jusqu'au bout. Hein, enfin, donc, il a commis vraiment l'irréparable. Et donc, ça lui donne comme ça une stature, non seulement d'homme d'action, mais d'un activiste
Alors, en même temps, il découvre ce lieu. C'est un espace qui s'ouvre à lui. Et donc, comme il le fait souvent, il a des carnets, il consigne. Il devient l'organe de sa pensée, l'organe de ce qu'il voit. Donc, comme on dit, un organe de presse, Marx devient un organe de ce qu'il voit, ce qui a un double mouvement. Donc, il est activiste, mais il reçoit. Ça n'a rien d'une passivité. Il discute beaucoup. Il y a beaucoup de conversations dans le livre avec les chefs iroquois. Et Engels, à un moment, le rejoint et il est très étonné de voir que même Marx a changé d'allure, il n'a plus de barbe, il s'est rasé le crâne. Donc on imagine Marx sans barbe, c'est très très compliqué. Mais là, il n'a plus grand-chose et il est là-dedans. Et donc il a été voir ce qui se passe et il a vu. Engels est un peu effondré. Sa fille, donc sa fille cadette, Eleanor, qui est un des plus beaux portraits du livre. Je pense que c'est le plus beau portrait du livre. On découvre cette fille cadette qui connaît très bien l'œuvre de son père, qui discute avec lui pied à pied, chaque phrase. Et en plus, on connaît un peu sa vie, donc par quelques pages, il y a un très beau portrait à la fin, vers la page 300, 305, je crois. Il y a 3 pages, un portrait d'Eleanor qui est magnifique. Donc, elle a écrit aussi, il y a des écrits d'Eleanor. On en parlait, malheureusement, ils ne sont pas édités. Sur la question de la femme, il y a un livre qui n'a jamais été édité, qu'on peut lire sur Internet, mais qui n'a jamais été édité. Et donc, il y a une mise à l'épreuve et de la doctrine et du mode de vie, de la forme de vie que Marx a adopté. Et évidemment, dans la foulée, il change de nom. Non seulement il change de nom, mais il change d'identité. Donc, il n'est plus Marx, il n'est plus le mort, comme on l'appelait. Il a changé de nom. Donc, il y a une métamorphose. Donc, c'est un Marx métamorphosé. Ce n'est pas un autre Marx, à mon avis, c'est un Marx métamorphosé. Donc il y a plusieurs Marx dans ce Marx-là. Et comme tu dis, ce n'est pas une totale invention, peut-être comme tu disais, c'est un fantasme là que tu as écrit, mais ce n'est pas un Marx dénaturé. Donc les derniers écrits de Marx, il y a des carnets ethnologiques de Marx qu'il a écrits, qu'on peut lire. Il y a une édition, mais qui est inaccessible. Mais il y a eu une nouvelle édition, on en parlait aux éditions de la Symétrie, où on a rassemblé quasiment les derniers écrits de Marx commentés. Donc, c'est peut-être un Marx fantasmé, mais c'est plutôt un Marx de ton imagination. Imaginer un Marx. Et l'imagination est très importante chez lui, on a vu. Hein. Donc, ce n'est pas du tout simplement quelqu'un qui va voir ce qui se passe. Il y a une institution imaginaire de la société, pour reprendre un titre de Castoriadis, qui est déjà là. Oui. En fait, bon, il y a plein de choses dans ce... Enfin, j'ai voulu mettre plein de choses et j'espère que le lecteur, la lectrice, bon, trouveront justement on parlait de pluralité, cette pluralité de dimensions dans le livre. Il y a de façon très, très délibérée un roman d'aventure. Enfin, l'aventure, elle se développe progressivement et je trouvais très important d'assumer complètement cette fiction avec une intrigue, avec développement, avec justement la métamorphose du personnage. Le roman, pour moi, c'est ce qui me plaît dans un roman, c'est justement l'idée du changement. On part d'un point, on arrive à un autre, mais il y a un changement entre les deux, il y a une tension entre un point de départ et un point d'arrivée. Et là, vraiment, j'ai voulu que ça soit comme ça, qu'il ne reste jamais de la même façon statique et qui se transforme, de façon d'ailleurs à certains égards assez tragique. Mais il fallait absolument aller dans cette direction-là, avec d'autre part une dimension d'ironie, parce que ça aussi, je pense que c'est très important dans un roman de prendre ses distances aussi avec le personnage et de le mettre dans des situations qui sont parfois assez, enfin, que je
crois, assez drôle. Donc voilà, il y a un aspect que j'ai voulu un peu drôlatique dans l'idée. À certains moments, enfin vraiment, il faut ne plus le reconnaître, ou au contraire, penser à ce Marx tel qu'on le connaît, et dans les situations tout à fait improbables dans lesquelles je le place. Donc il s'agit aussi de déstabiliser. Bon, en fait, ça me fait penser que l'idée quand même du roman, c'est de casser l'image que l'on a du Marx telle que l'historiographie plutôt, et les organisations marxistes l'ont fait. Ils l'ont transformé en un personnage justement monumental. Voilà, il suffit de voir la tombe à Londres de Marx pour être absolument effrayé de la façon dont on a transformé un révolutionnaire en une espèce d'icône et de monument. Enfin. Donc j'ai voulu casser absolument ça, que ça soit tout à fait un Marx, alors imaginaire, mais complètement vivant, quoi. Oui. Et je pense que, alors c'est peut-être paradoxal et totalement abusif ce que je vais dire, mais je crois que mon Marx, il est d'une façon plus réelle que le Marx qu'on a voulu, qu'on a construit, en fait. C'est-à-dire, voilà, ce théoricien, voilà, qui aurait été créateur d'une doctrine, etc. Bon, et même sur le plan de la doctrine, j'ai voulu justement montrer un Marx totalement vivant dans sa pensée, c'est-à-dire non seulement dans son action, mais vivant dans sa pensée, qui n'arrête jamais de penser, de découvrir de nouvelles choses et de théoriser à nouveau des expériences qu'il peut faire ou des observations qu'il peut réaliser. Donc moi, la plus belle définition de Marx, et je ne sais pas si on l'a utilisé dans notre Marx avec Dardot, la plus belle définition de la pensée de Marx, c'est celle que Gramsci avait donnée dans ses carnets, dans ses cahiers de prison. Il avait dit de Marx que c'était justement une intelligence créatrice, et continuellement créatrice, et en perpétuel mouvement. Et ça, c'est magnifique. Intelligence continuellement créatrice et en perpétuel mouvement. C'est exactement comme ça que j'ai voulu penser ce Marx, que je mets parmi les Iroquois et qui ne cesse de réfléchir à tout ça, et évidemment sans abandonner tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout ce qu'il a appris. J'ai voulu aussi donner à Marx la vérité de son propos qui est bien connu. Il dit un jour, et ça a été rapporté, « Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. » Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Il le dit à quel propos? Il le dit à un moment où, justement, son terrible gendre Lafargue et ce terrible Jules Guesde créent le Parti ouvrier. Et ce Parti ouvrier, pour la première fois, se dit marxiste. C'est la première fois qu'il y a un parti marxiste. Et Marx est effrayé par ça. Il dit, mais moi, s'il y a un truc, c'est que je ne suis pas marxiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être marxiste pour Marx? Et donc, j'essaie d'explorer un petit peu ça en utilisant justement ce qu'on sait du dernier Marx, c'est-à-dire d'un Marx qui a, disons, en germe, enfin, d'après moi, parce que ça c'est la partie philosophique du livre, parce qu'il y a un côté roman philosophique aussi. La partie philosophique, c'est la partie de fiction philosophique, parce que là j'assume aussi qu'il y a une fiction philosophique, ou une philosophie, il y a une philosophie de la fiction aussi, que Marx, en fait, dit à un moment, en s'inspirant de Morgan, on revient à Morgan, il écrit à une populiste russe, Vera Zasulich, dans les années 80-81, il lui écrit que finalement, le socialisme, c'est peut-être la régénération, la réviviscence, revival. Il reprend exactement la phrase de Morgan, il la recopie. Il recopie la phrase de Morgan à propos des Iroquois. D'ailleurs, elle est à la fin du... Oui. Il reprend la phrase il reprend la phrase de Morgan à propos des Iroquois. Eh bien, le socialisme, il pourra passer par une reviviscence de formes sociales archaïques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va
encore plus loin que ce qu'il avait fait dans les années 70, quand il avait révisé, on le raconte dans notre Marx avec Dardot, quand il avait révisé la traduction française du Capital, où il avait corrigé un certain nombre d'expressions. Et là, il y a quelque chose de très important qui se passe en 75, quand il corrige des phrases très importantes en disant que la voie anglaise, c'est-à-dire la voie de la destruction des formes anciennes et le développement des forces productives, etc., le développement du capitalisme est une condition nécessaire du socialisme. Là, il est revenu dessus dans les années 70. Et là, au début des années 80, quand il répond à Vera Zasulich, en disant « mais le socialisme, c'est peut-être une autre voie qu'il faut prendre, c'est-à-dire non pas liquider les formes de vie, les formes communautaires anciennes, mais peut-être qu'en elles, dans cette espèce de communisme-là, de ce communisme vivant, parce qu'il reprend l'expression de Morgan, communisme vivant des Iroquois, il y a peut-être une chance à sauver, une idée à sauver, une forme à sauver, des acquis à sauver, et c'est ce qu'il va trouver chez les Iroquois, c'est ce dont il veut faire l'épreuve. Il va chez les Iroquois pour d'abord voir ce qu'il en est de ce communisme vivant et de voir si lui, Marx, pourrait vivre dans une telle société. Et c'est-à-dire qu'à la limite, il fait l'expérience que tout le monde pourrait faire, c'est ce que c'est aussi un peu la leçon politique, c'est s'il nous faut changer radicalement de vie pour sauver la planète, qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau individuel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait changer en nous? Et je plonge donc Marx, mon Marx, là je le plonge dans une vie comme ça, et pour lui dire qu'est-ce qui devrait changer sur le plan de la pensée, sur le plan des relations aux autres, sur le plan de son habillement, sur le plan de son alimentation. Et de l'organisation des communautés, parce qu'il y a un nouveau communisme, disons, concret, ce qu'il appelle, qu'il découvre et qu'il essaye d'ailleurs d'ajuster avec les Iroquois, pas contre eux, pas à appliquer ce qu'il a eu, ce qu'il a conçu ou ce qu'il a construit dans sa doctrine. Donc c'est ça qui est... Alors, Christian, j'ai trouvé... Alors, je me suis rappelé d'une lettre de Marx. Je vais lire quelques lignes. Elle date de 1943. C'est une lettre à Arnold Rügg, donc, qui est un jeune hegelien, disons, du milieu intellectuel allemand. Donc, elle date de septembre 1943. Voilà ce qu'il dit. « Depuis longtemps, le monde possède le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. On s'apercevra qu'il ne s'agit pas de tirer un grand trait suspensif entre le passé et l'avenir, mais d'accomplir, il souligne, d'accomplir les idées du passé. On verra enfin que l'humanité ne commence pas une œuvre nouvelle, il souligne nouvelle, mais qu'elle réalise son œuvre ancienne avec conscience. » En 1943. Donc c'est le rêve d'une chose. Moi, ça m'est resté cette histoire de rêve d'une chose. C'est pas les choses, c'est pas, on rêve pas d'une chose, on rêve une chose. Alors, pour moi, Marx en Amérique est l'embryon de cette chose-là. Marx probablement a rêvé ce livre à un moment. Et alors, comme il dit, accomplir le rêve ancien, toi, tu parles parfois de recommencer. Il recommence. Alors, est-ce que chez les Iroquois, il accomplit l'ancien ou il recommence quelque chose à partir de l'ancien? Est-ce qu'il y a recommencement ou accomplissement? Il y a les deux, mon général. Il y a absolument les deux. Alors, recommencer, c'est quand même une grande idée qui désespère tout son entourage. Marx était obsédé par le recommencement. Il finit le Capital, enfin le livre 1 du Capital, il est publié et Marx dit à son entourage, à Engels, il dit maintenant il faut tout recommencer. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, mais ça renvoie à ce que je disais de la phrase de Gramsci. C'est ça Marx, c'est ce continuel recommencement, cette intelligence créatrice qui ne cesse de recommencer.
C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de point d'aboutissement. Et je fais de cette phrase vraiment l'éthique révolutionnaire. De toute façon, c'est ça. Le révolutionnaire, il n'abandonne jamais, il recommence. Et puis, de fait, il y a des éléments d'observation, des éléments du réel, les processus du réel qui l'amènent sans arrêt à changer ça. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas reproduire le capital. Enfin, il faut partir de tout à fait, des autres formes de capital, des autres modes d'accumulation du capital, etc. Bon, aujourd'hui, il faudrait partir, je ne sais pas, non pas du système de machines comme faisait Marx, mais des machines d'intelligence artificielle. Enfin, c'est ça le recommencement. Et donc, il y a ça. Et quand je disais, c'est un accomplissement aussi, c'est que... Ça, c'est lui, dans oui, cette mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le jeune Marx est déjà le dernier Marx. est déjà le dernier Marx. Le jeune Marx est déjà le dernier Marx. Il suffit de lire, par exemple, justement, les articles qu'il fait sur le vol de bois en 1943, où la question de la propriété, la question des communs est posée de façon très claire, mais même bien avant, il a des souvenirs dans sa correspondance avec Engels qui m'ont beaucoup marqué, ces souvenirs de Marx quand il se rappelle son père avocat qui défendait les paysans de Moselle, justement contre les propriétaires. Et c'est-à-dire, on se dit, mais le petit Marx, le fils de son père, était déjà complètement en prise avec les logiques de la propriété, de l'emprise propriétaire, contre les formes communautaires de vie. Et ensuite, c'est seulement plus tard, dans les années 60 et 70, qu'en travaillant sur les historiens de la Germanie, de la Russie, etc., redécouvre l'ampleur de la propriété communale dans la civilisation, dans les civilisations anciennes, et qui va étendre ça au reste du monde, et puis qui voit que justement en Amérique, eh bien, il y a justement aussi ce genre de forme communautaire. Et alors, le rapport au présent, il est assez évident, et le rapport avec le Institut des mondes aussi. Oui, tout à fait. Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est l'idée aujourd'hui qu'on voit partout, dans la révolte autochtone, dans le développement des luttes paysannes en Amérique latine, en Inde. On voit partout la reviviscence de ces formes communautaires contre la logique propriétaire du capitalisme qui s'étend, certes, mais qui se confronte, qui affronte des résistances énormes, avec justement des populations qui exigent d'abord de défendre leur mode de vie, défendre leur propriété communale, défendre leurs pratiques, etc. Et donc on voit aujourd'hui se développer des formes révolutionnaires qui sont exactement celles que pouvait décrire Marx dans les années 80, quand il pensait que justement la forme sociale nouvelle pouvait naître justement des formes anciennes. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je décris des années 80 contre la colonisation nord-américaine, etc., c'est quelque chose qu'on voit partout. Hein. Oui, mais si tu veux, la part du roman, c'est effectivement cette métamorphose du regard est habitée par le personnage qui se démultiplie. Et donc qui, à chaque écriture, à chaque acte, se pose la question de savoir est-ce qu'il est encore lui-même. Donc on peut vraiment parler d'une aliénation, disons, du personnage à un moment. Et donc à un moment, il commet un acte irréparable et il rentre en train. Et il est en proie à une angoisse très forte de ce qu'il a fait. Le voyage en train jusqu'à Pittsburgh fut atroce. Les angoisses d'un ton lointain revinrent tout doucement et la migraine aussi. C'était comme si des idées contradictoires et incohérentes s'entrechoquaient. Au fond, il ne savait plus très bien qui il était, avec tous ces changements de nom, de fonction, d'identité. Il n'était plus qu'une série d'avatars, tous plus improbables les uns que les autres. Devenu ethnologue
Il avait voulu se faire Iroquois. Il avait obéi aux rêves de ses frères et s'était retrouvé dans la peau d'un Hollandais quaker assassin. Marx, Tulloch, Cleverfox, Philippe, ça c'est tous les noms de Marx. Il était tous ces noms à la fois, mais il ne savait plus quel était le principal, le nom de son moi, le vrai. Et puis il se vit dans la vitre où il avait collé son visage. La barbe blanche, les cheveux abondants, les yeux, le nez. Il se reconnaissait comme celui d'avant, Marx, lui qui s'était appelé Karl Marx, qui s'était cru Karl Marx. Il se trouvait maintenant devant un grand vide qui s'était creusé à l'intérieur à force de toutes ces métamorphoses. Et pourtant, son visage avec cette barbe, c'était toujours lui, Marx. Mais y avait-il bien eu un jour un vrai Karl Marx, un seul Karl Marx? N'y en avait-il pas eu plus d'un? Se demandait-il, assis dans son compartiment de train face à la vitre. Et si les avatars que j'ai choisi d'être n'étaient que la suite logique de ma propre incohérence? Se demandait-il encore. On a essayé de me coller une étiquette, la marque Marx, le produit Marx, la philosophie Marx. Mais que saviez-vous du vrai Marx, en chair et en os, vous tous les autres? Moi, je savais que je n'étais pas le Marx que vous croyez que j'étais. J'étais le seul à le savoir. Et maintenant, je porte 100 noms. Je vis 1000 vies. Comme Edmond Dantès, j'étais enfermé et je me suis échappé. Mais avec ces noms qui se multiplient, prolifèrent en moi les pensées étrangères. Et je ne sais plus lesquelles sont en usage ici, avec vous, parmi vous. Qui a tué? Lequel d'entre tous, c'est moi? Toutes mes pensées sont étrangères. Aucune ne me séduit. Aucune ne me respecte. Tous ces Iroquois qui veulent devenir américains. Moi, c'est le contraire. Je vais à contresens et je souffre comme eux. Donc, et tout le livre est en... Comme tu disais, c'est une constante et une continuelle métamorphose. À chaque fois, il se demande qui il était. Alors, ce n'est pas du tout une crise d'identité, c'est une multiplicité d'identités. Et donc, il y a évidemment, à la suite de ces crises-là, on croit lire, disons, plusieurs versions du Marx. Moi, j'ai lu un Marx un peu écologiste, cosmopolitique. Donc, est-ce que les versions de Marx sont évidemment le fait que le roman permet cela? Oui, alors avec le... Bon, là, ce que tu as lu, c'est le moment de grande crise, de grande crise là, du personnage. Hein, là, c'est le Marx personnage. Hein. Donc, qui en vient à se demander justement si le Marx, alors évidemment, je fais référence justement au Marx marxiste qu'on a voulu faire de lui, était le vrai Marx. Lui-même est amené à se poser cette question-là. Et dans la phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'est clairement ça qui dit. C'est clairement cette idée qu'il n'est pas celui-là, il est ailleurs. J'ajoute que j'ai voulu aussi, ce qui est un exercice un peu difficile, donner un inconscient à Marx. C'est-à-dire, il a un moi, d'accord, justement, mais depuis le début jusqu'à la fin, justement, il est un être clivé, comme les psychanalystes le décrivent. Il est partagé, il n'est jamais totalement unifié. Et il est pluriel, en effet. C'est ce qu'on avait d'ailleurs, avec Dardot, c'est ce qu'on avait dit dans tout le livre Marx, prénom Karl. Et justement, dès le titre, il y a cette opposition entre Marx et Karl. Il y a l'idée d'une scission, il y a l'idée d'une pluralité. Je crois que c'était déjà une première forme de déconstruction de l'image unifiée qu'on a de Marx. Et là, je poussais évidemment la chose à fond, c'est-à-dire qu'on a un personnage donc, qui a évidemment plusieurs figures et qui s'est à un moment donné perdu lorsque, devenu guerrier iroquois, chef de guerre iroquois et guerrier, il endosse le devoir de vengeance des Iroquois. C'est-à-dire que je plonge Marx dans une logique qui est celle des sociétés iroquoises, des sociétés qui,
au fond, fonctionne sur le registre, Pierre Clastre l'avait montré, sur le registre de la guerre. C'est-à-dire que j'ai voulu aller jusqu'au bout, non pas faire des Iroquois, des gentils petits sauvages qui sont très bons, c'est pas du tout le bon sauvage, ce sont des gens qui sont dans des logiques sociales auxquelles Marx participe, dans lesquelles il s'inclut, et donc il doit prendre sa part à la vengeance, et donc il doit tuer. Donc, Oui, alors que voilà, bon, évidemment, il y a un clin d'œil, évidemment, bon, il y a un anthropologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Descola, et qui raconte dans Les Lances du Crépuscule que à un moment donné, il est chez les Achuards, et à un moment donné, il vit parmi eux, et à un moment donné, il est pris dans des rixes et des vendettas. Et là se pose le grand problème de l'anthropologue, jusqu'où je dois aller, jusqu'où je peux aller. Est-ce que je dois répondre aux désirs de mes frères, puisqu'il y a des sortes de liens de parenté symboliques qui s'établissent, est-ce que je dois participer à la guerre qui se font? Alors évidemment, mon Descola, je dis non, là c'est ma limite. L'anthropologue ne doit pas aller jusqu'à la guerre et à participer à la castagne entre les groupes. Bon. Alors moi j'ai voulu aller justement, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au bout, c'est-à-dire il va à la bagarre et bon, ça lui attire quelques ennuis. Oui, mais ça lui donne la possibilité, enfin il y a une profonde réflexion sur le mal, sur la cruauté, sur l'implication dans une cruauté et la décision d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'une décision dans ces cas-là? Alors, effectivement, il est pris dans cette réflexion-là. Donc, ce n'est pas simplement qu'il s'implique, il y a une réflexion réelle sur le monde. Oui, sur l'action, puis sur l'action aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, quelle est l'action? Qu'est-ce que c'est qu'une action légitime quand je suis dans une autre société? Je ne peux plus raisonner comme je raisonnais quand j'étais dans la société industrielle, avec le mouvement ouvrier, avec la lutte des classes traditionnelle, etc. Je suis dans d'autres formes de lutte, mais en même temps, c'est une lutte, bon, il ne tue pas n'importe qui, c'est une lutte contre la colonisation. Ah oui, tout à fait. Il tue, disons, à bon escient. Enfin, si on peut dire. Je te laisse, Salmi. Non, mais parce qu'il se justifie, parce qu'il y a tout un passage où il se justifie au début. Après, il recule, il dit « Ah oui, non, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être qu'il y a… » J'aurais pas dû aller jusque-là. Voilà, j'aurais pas dû aller jusque-là, mais il est très fin, enfin, il prépare ça comme un chef. Et donc, pour terminer, à la fin du livre, il y a un cahier, donc un cahier qui est apocryphe. Évidemment, mais qui reprend quelques passages de Morgan. Et il y a là-dedans un autoportrait de Marx. Voilà comme il se décrit. Je soigne maintenant mon corps, je le respecte, je ne le soumets pas à ma volonté féroce, je ne l'exploite plus, je ne le maltraite plus comme un objet, je le salue comme je salue les oiseaux qui s'envolent au matin et les poissons du soir qui sautent dans la rivière. Homme, cela veut dire créature de l'humus, né de la terre. Les Indiens ne l'ont pas oublié. Nous, les humains, nous partageons la terre en commun avec les vivants. Et le communisme n'est que la réciprocité entre les êtres qui la peuplent, la totalité des liens de réciprocité sur la terre. Les autres espèces nous voient, nous observent et finissent en nous subissant par nous connaître à leur façon. En fuyant, en disparaissant, nous ne voulons pas le savoir. Déracinement, dépossession, séparation, exploitation et négation des autres espèces ne font qu'un. Tout ce qui est commun à tous est aujourd'hui menacé par l'égoïsme, l'enrichissement personnel, l'accumulation privée. Suprématie des feux de la tribu et terre commune ne font qu'un, car ce qui est commun doit être réglé en tenant compte de tous les amis des humains, des autres créatures de la terre mère, de la flore et de la faune, des vallées et des collines, des rivières et des montagnes. Détruire la relation intime des arbres et des hommes, telle fut l'entreprise mortelle des colons, la fin de la communauté des hommes et de tous les autres êtres de la terre-mère. Réinventer le communisme, voilà ce que feront nos descendants, sinon ce sera la fin des hommes, une fin de l'histoire sans testament.
C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal. Oui, voilà comment il se voit, voilà comment il se décrit. Voilà, donc alors tout le livre est plein de ces passages très longs. Il y a des conversations très nourries, très serrées. Il y a des scènes molièresques, notamment chez les jésuites au Canada. Je vous laisse les découvrir. Donc voilà, Marx en Amérique et instituer les mondes. Voilà, s'il y a des questions, Christian, allez-y. C'est une question un petit peu basique. Qu'est-ce qui vous a conduit, après une étude politique, philosophique, sociologique, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir vous rapprocher un peu plus de cet homme-là? Je ne sais pas si on peut parler de rapprochement. Il se trouve que quelle est la place que Marx occupe dans ma vie? On peut dire ça comme ça. C'est que moi, je suis né en 53, j'avais 14 ans en 68, je me suis politisé à ce moment-là, et je pense que j'ai commencé à lire Marx à 14-15 ans. Donc, vous voyez, c'est une très, très longue histoire. Et donc, j'ai lu Marx toute ma vie. Je veux dire, pas que Marx, justement, plein d'autres choses, mais Marx, c'est quand même un fil dans mon existence, mais avec toujours cette idée que ce qui était absolument insupportable, c'était ce que l'on en avait fait. C'est-à-dire effectivement un doctrinaire, un dogmatique, etc. Enfin, ce que j'ai toujours trouvé problématique, c'est dans Marx, c'est le marxisme justement. Donc, donc à un moment donné, voilà, je me suis dit, et si on en faisait un personnage de fiction, voilà. Mon premier livre ça s'appelle, c'était sur Bentham, un philosophe anglais, sous-titre, c'est Le pouvoir des fictions. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut justement se servir de la fiction pour, voilà, donner une autre figure de Marx, déconstruire cette image de Marx, ça me paraissait vraiment important, avec toute la liberté que permet la fiction qui est assumée comme telle. Voilà. Et c'est un peu l'idée. Je crois que je suis quand même, avec ce roman, resté le plus proche de la façon dont j'ai lu Marx, quoi. C'est-à-dire vraiment avec toujours sa nécessaire distance, sachant que Marx lui-même, quand il dit quelque chose, il va le reprendre autrement, ailleurs, et que ce n'est jamais une parole vraiment totalement fermée, voilà, achevée. C'est un long moment, enfin c'est un long mouvement, voilà. Marx comme mouvement, si je puis dire. Allez-y. Merci à vous deux pour la merveilleuse présentation. Et alors, vu que vous disiez, voilà, vous parliez de l'originalité, de la créativité, de la fiction évidemment, qui est dans le livre. Je me demandais, est-ce que vous avez mis dedans peut-être des aspects de Marx que vous n'aimez pas forcément? Parce que j'imagine que quand on vit une vie à étudier Marx et à le connaître assez bien, au final, moi au moins j'aurais tendance à romanticiser un peu. Et donc voilà, je me demande si vous avez fait sortir aussi, après on le lira, on le verra, mais si vous avez fait sortir aussi des aspects qui peut-être ne sont pas si proches de ce que vous voudriez que Marx était. Oui, parce que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de dialogue, ou disons prétentieusement de dialectique, c'est-à-dire qu'on parlait de la fille de Marx, Tussie, et Éléonore. Et c'est elle qui lui rentre dedans, je veux dire, qui le met en accusation. Donc Samy disait que c'était, un personnage important dans le roman. Depuis le début, en fait, c'est un personnage très important. Et quand je parlais d'inconscient,
je pense vraiment, dans ce que j'ai mis, mais je crois que c'est pour une part vrai, c'est que la fille de Marx était quelqu'un qui avait un désir d'émancipation tourné en partie contre son père, et que ça, je le fais jouer à fond. Sauf que, précisément, la fille de Marx a comme volonté de vivre une autre vie. C'est son. Elle veut vivre sa vraie vie, sa vie à elle, dit-elle. Ça, c'est vrai. Elle dit, je veux vivre ma vie à elle et ne pas dépendre de ce vieux grognon de père qui est toujours malade, qui se plaint tout le temps, etc. Elle a 27 ans, elle s'occupe encore de son père. Et son père lui a fait subir un certain nombre de choses pas très drôles, en particulier en censurant sa relation avec l'immense historien de la Commune de Paris, Lissa Garay. Bon. Donc, elle lui en veut, et en même temps, elle a ce désir de vivre une autre vie. Et ce que j'attribue à Éléonore, c'est d'avoir fonctionné comme, en quelque sorte, le désir de l'autre. C'est-à-dire exactement comme quelqu'un qui a un désir et que Marx entend comme tel et reprend à son compte, en quelque sorte. Donc il y a ça, il y a la relation, il y a la relation. Il y a d'autre part le fait que Tucy porte en elle une autre idée de la révolution. Elle est quelqu'un qui dit, et elle l'écrit, qu'il ne faut pas attendre le socialisme pour que la femme s'émancipe. Il ne faut pas non plus seulement concentrer toutes ses forces dans l'optique politique, il faut aussi organiser la classe ouvrière dans le syndicalisme. C'est quelqu'un qui pense que le mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement qui est à la fois politique et qui est aussi syndical et qui est aussi féministe. Et il y a quelque chose d'extrêmement contemporain chez cette fille, et elle met en question justement son père sur le fait qu'il a tendance à vouloir reporter l'émancipation après la Révolution, après la prise du pouvoir, et elle le met en question. De la même façon, elle est quelqu'un, un personnage réel, qui était très proche d'un grand socialiste anglais, en même temps artiste, qui s'appelle William Morris. Quelqu'un qui était la grande amie de la fille de William Morris, May Morris, et qui était en même temps militante avec lui pour créer des organisations socialistes, la Ligue socialiste en Angleterre. Et je lui fais porter quelque chose qui est aussi très important, c'est la place de l'esthétique dans la Révolution. Et en fait, dans les dialogues, je lui fais jouer le personnage finalement d'incarnation, enfin, d'un socialisme ou d'une dimension esthétique de la Révolution que son père avait tendance plutôt à négliger. Quoique, en même temps, je leur fais partager quelque chose à l'un et à l'autre, qui est la place de la littérature dans la Révolution, c'est-à-dire et dans l'esprit révolutionnaire. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est quand même la place du théâtre chez l'un et chez l'autre. Marx et la famille Marx et la poésie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui donc sont baignés dans la littérature. Ils parlent livre, ils parlent poésie, ils parlent théâtre. Et donc d'ailleurs dans le roman, il y a quelque chose qu'on pourrait être quelque chose comme une politique de la littérature. C'est-à-dire je mets en question, j'accuse même, enfin je veux dire toute une série d'auteurs, de romanciers, etc., qui sont des figures justement instituées justement. En particulier, il y en a un, il y a Chateaubriand qui en prend plein la figure. Bon, parce que Marx détestait Chateaubriand, mais bon, donc je le pousse plus loin. Oui, je mets le paquet, là, je mets le paquet. Donc, il y a tout ça. Et la jeune Tucy, elle a pas seulement aimé le théâtre, elle est devenue actrice. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement riche, féministe, actrice, syndicaliste, enfin, c'est quelqu'un d'incroyablement moderne, enfin je veux dire, et malheureusement totalement négligé dans l'histoire du mouvement ouvrier et même du mouvement féministe. C'est assez étrange. Et c'est quelqu'un qui joue Ibsen. Et Ibsen, c'est quelqu'un qui était extrêmement important pour toute une jeunesse qu'on dirait aujourd'hui radicalisée, des jeunes intellectuels, qui voit dans Ibsen quelqu'un qui met en cause
justement les institutions, en particulier l'institution familiale et l'institution du mariage. Et ça, c'est fondamental. Et donc, elle oppose au père, justement, à Marx, cette idée que la révolution, ça passe par le bouleversement de toutes les institutions. C'est carrément l'esprit de 68. Enfin, quand on lit les textes de ces jeunes-là, c'est carrément l'esprit 68ard. C'est toutes les institutions qui doivent être mises en cause et pas seulement la propriété privée des moyens de production. Et voilà, donc la différence, elle est là. Et le père résiste, il n'est pas... Bon, puis finalement, il admet, il finit par admettre, donc dans le roman, que sa fille a finalement raison, que c'est la figure de la révolution de l'avenir. Enfin, il comprend ça. Hein. Tu vas passer derrière. Ligoté quand même. Tout d'abord un grand merci. Et je trouve que frotter Marx au genre de l'Uchronie, c'est toujours très intéressant. Et je voulais vous demander si votre roman ne s'inscrit pas dans un certain air du temps. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le bouquin de Kohei Saito, que vous remerciez, donc un philosophe japonais qui tire le dernier Marx vers un Marx de la décroissance. Ça m'a intéressé parce que je me considère comme tel, mais très honnêtement, en dehors de 2-3 lettres à Vera Zasulich, je me demande si ce n'est pas un peu tiré par les cheveux. Alors, j'ai l'impression que vous inscrivez un petit peu dans cette histoire, que la longue trajectoire intellectuelle et de vie de Marx, vous la prolongez dans cette direction. C'est une hypothèse super intéressante, qui est bien dans l'air du temps, mais est-ce que c'est vraiment, comment dire, il y a des fondamentaux dans le textuel ou paratextuel? Oui, vous avez raison, c'est un Marx, écologiste. Mais est-ce que votre question, c'est est-ce que c'est complètement inventé ou pas? Alors justement, faut que je précise deux choses, parce que j'ai parlé de documentation. Qu'est-ce qui est fondé? Qu'est-ce qui est inventé? Qu'est-ce qui est fondé? Bon, il y a plein de personnages qui sont inventés à côté de personnages qui ont existé. Hein. Donc, mais le lecteur, enfin, moi j'ai des lecteurs qui vont taper sur Wikipédia et pour faire le tri entre les personnages qui ont vraiment existé et ceux que j'ai inventés. Donc, bon, donc je vous dis tout de suite, il y en a qui sont absolument réels et vous avez trouvé leur histoire, mais il y en a qui sont aussi tout à fait inventés. Deuxième considération, j'ai fait en sorte, au niveau de la documentation, qui est utilisé et qui est mentionné, en particulier dans les derniers cahiers écrits et inventés que Samy, dont Samy a lu un extrait, j'ai fait en sorte que tout ce qui était dit des Iroquois était de l'ordre de choses que Marx aurait pu lire s'il avait vraiment vécu ce que je lui fais vivre. C'est-à-dire, je le fais balader dans des bibliothèques, etc., à New York, à Buffalo, etc. Bon, tout ce qu'il peut lire à l'époque est utilisé dans le livre. Jamais autre chose que ça. Mais, évidemment, les commentaires, Kohei Saito et d'autres, j'ai parlé de Derrida, de Descola, enfin tout ça. Bon, tout ça est évidemment très contemporain. Bon, Marx écologiste. Il y a évidemment beaucoup d'abus dans le fait de transformer Marx en théoricien de l'écologie. Bon, il y a beaucoup d'abus. Mais il y a des textes très significatifs. Quand il utilise ses lectures de chimie organique du baron von Liebig, qui explique à un moment donné que l'usage intensif de la terre par des méthodes agricoles épuise les sols. Et que
on va vers un dépérissement ou un épuisement donc, des sols et une diminution des rendements. Et ça, Marx l'a retenu. Il le mentionne d'ailleurs dans le Capital. Il l'utilise dans le Capital. Alors, je pousse un peu loin les choses. À un moment donné, il y a toute une scène où il est invité par les autorités iroquoises, bon, et les chefs iroquois très intégrés déjà dans la société américaine et dans l'économie américaine. Parce que je mentionne aussi, je dois dire que mes Iroquois sont très divisés. Il y a ceux qui sont totalement intégrés dans la société ou qui cherchent à s'intégrer dans l'économie et la société nord-américaine, et d'autres qui résistent. Donc il y a un clivage assez net entre chez les Iroquois. Il y a un clivage et une lutte entre les deux clans, en fait. Mais quand il est invité chez les autorités, il met en question justement la façon dont ces paysans, ces agriculteurs, en fait, Iroquois, veulent utiliser les méthodes anciennes. Et c'est là que je lui fais dire, justement, à quel point ils oublient complètement la logique d'épuisement des sols, etc. etc. Donc, en tout cas, je vous remercie de mentionner ce point-là. J'utilise cette trajectoire-là, oui, mais en citant des textes, enfin en utilisant en tout cas des textes qui sont ceux de Marx et qui sont maintenant mieux connus grâce à un certain nombre d'auteurs. Hein. On a perdu un micro, là, l'autre micro. Merci pour ce partage. C'est épatant de voir que vous vous lancez dans le roman. Bon, évidemment, les amateurs de littérature vont se sentir un peu lésés en nombre de pages par rapport aux amateurs d'essai. Voilà. Non, ils peuvent lire. Ils peuvent lire les deux. Ils peuvent lire les deux. Je n'ai pas compté, mais on dirait qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Oui, c'est vrai. Le double même. Le double. La première question concerne plutôt l'essai. En fait, comment instituer la volonté d'instituer des mondes alors qu'on a le sentiment quand même que ce qu'on vit actuellement au niveau politique, social, scolaire n'est peut-être pas dans ce sens-là. La deuxième, ça donne envie évidemment de découvrir ces Iroquois et on se demande un peu comment ils se sont construits au contact des colons. On a une partie de la réponse puisqu'ils se sont un peu divisés. En tout cas, la communauté s'est divisée et comment ils sont construits au contact de Marx en fait. Parce qu'on a l'impression que Marx a donné beaucoup d'épigones et un avenir fort en Europe. Et là-bas, au niveau de la communauté iroquoise, on sépare, mais je ne sais pas si vous allez répondre, parce que vous voulez peut-être qu'on lise le roman jusqu'à la fin. Oui, on ne va pas tout dévoiler, hein, parce que non, on ne veut pas spoiler, comme on dit, la fin. En fait, sur le premier point, évidemment, tout semble aller à contresens de ce qu'on avance dans notre essai. Tout semble aller dans le renforcement des États qu'on dit autoritaires et que nous qualifions de gouvernements néofascistes. Tout semble aller dans ce sens-là. Et on est, les uns et les autres, je comprends bien l'humeur générale, on est démoralisés. Et il y a de quoi. Bon, mais nous, peut-être la vertu de ce livre, c'est de lutter contre une certaine amnésie. On est sidéré par l'actualité immédiate, on oublie que depuis 25 ans, se sont développés des mouvements absolument énormes, d'une puissance tout à fait fantastique, en particulier, l'altermondialisme a été un grand moment, mais aussi le mouvement des places, des occupations, que depuis quelques années, une véritable internationale féministe s'est développée avec des formes de lutte très originales, avec des grèves. Là, en Amérique latine, on a vu ces mouvements-là, mais on a vu aussi des mouvements étudiants partout qui ont jusqu'à présent réussi, qui ont dans certains cas réussi à bousculer des gouvernements. On oublie complètement ça, on oublie le Chili, on oublie le Québec. Même dans l'actualité, en fait, on passe
il y a des choses qui passent inaperçues. Tu parlais qu'il fallait regarder ce qui se passe. Oui, ce qui se passe, c'est aussi les mouvements étudiants et même des mouvements sociaux en Serbie, la révolte contre Erdogan en Turquie. Enfin, on a finalement une illusion d'optique, si vous voulez, où comme on ne nous parle que des régimes autoritaires, que des guerres, que des agressions impérialistes, etc., on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Or, il n'y a pas que ça, justement, et il y a partout des tas de mouvements et des formes, justement, d'alternatives qui sont toujours présentes, même si on n'en parle pas, etc. Bon, nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut regarder ça et voir ce qu'on peut en faire. Et on insiste sur la question de l'organisation ou de l'institution. Et en même temps, on essaie de dessiner des pistes, c'est-à-dire par exemple la façon dont les organisations de gauche, les syndicats, les associations, les partis devraient se transformer de façon démocratique. Enfin, toute la philosophie du livre, elle est très simple, hein. Elle est de dire que la gauche a longtemps, au fond, négligé l'articulation des moyens et des fins. Voilà. Et que si on ne met pas la fin dans les moyens, c'est-à-dire si on ne transforme pas les moyens en fonction de la fin, si on ne rend pas la fin immanente aux moyens, c'est-à-dire si on ne met pas, si on ne place pas dans les moyens qu'on se donne, dans les institutions qu'on crée, justement, la fin désirable, c'est-à-dire une fin démocratique, égalitaire, sous la forme d'un autogouvernement, eh bien, on n'arrive à rien. Qu'un parti de gauche se dise de gauche et fonctionne de façon verticale, de façon très autoritaire, sous la domination d'un chef, etc., c'est totalement aberrant. C'est quelque chose qui est éminemment condamnable, pas seulement moralement, mais politiquement, parce que précisément, c'est introduire de la contradiction entre les moyens et la fin. Donc, en gros, le livre, il est un peu là-dedans, il faut tirer des expériences qui articulent moyens et fins, tirer de cela des éléments stratégiques, des éléments de considération stratégique. Bon, quant au roman, Marx, en fait, il ne cherche pas tant à être le leader des Iroquois. Il est quelqu'un qui va, en quelque sorte, dessiner, enfin, ce qu'il dit à ces Iroquois qui vont perdre, et il sait qu'ils vont perdre, que la lutte sera une impasse parce qu'ils sont trop faibles. Il dessine des horizons. Ces horizons, c'est ceux de l'essai, si je puis dire. C'est ceux d'instituer les mondes. Mais sous une forme de... C'est-à-dire, en fait, voilà, le lien entre les deux, c'est que pour Marx, il annonce l'essai. Bon, c'est-à-dire la fin de l'essai résonne avec le roman. Si on lit les 50 dernières pages, il y a un passage... Oui, Samy, tu as tout à fait bien compris, c'est qu'il y a tout à fait cette idée de la grande internationale. Mais qu'est-ce qui a inventé là-dedans? Il y a un truc vraiment extraordinaire chez les Iroquois. Ils sont connus pour avoir formé une confédération des 6 nations, les 6 nations iroquoises, une confédération démocratique. C'est une organisation politique qui a été jusqu'à, dit-on, inspirer les colons, les colons anglais, en fait, c'est-à-dire l'organisation des colonies anglaises. Benjamin Franklin aurait été tout à fait fasciné par cette organisation-là et ça aurait inspiré la forme que les colonies se seraient données. Bon, c'est une hypothèse discutable et discutée. Mais en tout cas, il y a quelque chose de tout à fait remarquable chez les Iroquois, c'est que cette confédération des 6 nations, d'après leur légende, n'est pas fermée aux 6 nations. Elle pourrait s'ouvrir à tous les peuples qui pourraient se regrouper derrière ce qu'ils appellent, ou sous ce qu'ils appellent le grand arbre de la paix. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette utopie iroquoise. C'est vraiment une utopie iroquoise dans laquelle tous les peuples du monde pourraient se retrouver en harmonie et en paix sous le grand arbre. Et là, évidemment, mon Marx imaginaire
Il a élu de domicile sur cet Et, arbre. il trouve domicile là, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qui lui correspond. Et donc, il a aussi l'idée qu'une nouvelle internationale pourrait se recréer sous une forme tout à fait nouvelle. Donc voilà, et c'est sous forme d'une promesse, mais voilà, la fin ne sera pas celle d'un appel à la révolution, d'une victoire iroquoise, etc. Non, non, pas du tout. Hein. Non, la défaite, je vous le dis tout de suite, la défaite est consommée. Je veux dire, bon, c'est clair. Ils n'ont pas réussi. Mais ceci dit, bien, il y a des expériences, c'est toute la question. Il y a des expériences qui ont échoué et qui sont prometteuses. Moi, par exemple, ce qui me fascine, c'est combien la Commune de Paris, qui a duré un peu plus de 70 jours, 72 jours, je crois, vit encore. Enfin, justement, de façon peut-être justement spectrale. Tout le monde, enfin tous les mouvements, les zadistes, les Chiapas, et tout ça, tout le monde évoque la Commune de Paris. En Turquie, on évoque la Commune de Paris. Bon, il y a quelque chose quand même qui fonctionne ainsi. Et donc, j'ai voulu reproduire un petit peu quelque chose de cet ordre-là avec les Iroquois et tout ce qui représente. Oui. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant, ça donne envie de lire les deux. Et ces deux livres sont tout à fait, enfin, vont ensemble, c'est vraiment... et je me demandais, vous avez parlé de vestiges dans le premier livre, il me semble, du fait de vestiges, il parle. Des vestiges, du fait que c'était intéressant d'aller voir dans les vestiges de l'histoire pour s'en inspirer pour aujourd'hui, et c'est peut-être un peu ça que vous faites en remettant Marx, et que, enfin, voilà, je trouve que cette idée, j'aime beaucoup cette idée, c'est très créatif aussi de se dire, de s'inspirer du passé, des vestiges du passé, de ce qui n'a pas été accompli pour aujourd'hui. C'était un peu de ça l'idée. Enfin, merci beaucoup. Mais en tout cas, il faut faire le tri dans le passé. Parce que justement, tout n'est pas à conserver. Et justement, j'ai tenu à la fin, dans un épisode que Samy a qualifié de molièresque, qui concerne les jésuites. C'est un long passage tout à fait anti-religieux. Alors donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, les croyants pourraient être tout à fait choqués. C'est vraiment un passage radicalement anticlérical. Voilà. Et justement, il y a quelque chose qui me semblait vraiment important, c'était de rappeler d'abord que pour Marx, la première des critiques doit être la critique de la religion. C'était vraiment son truc, et que justement une partie de la gauche semble avoir oublié. Bon, mais il fallait quand même rappeler ça et montrer que justement la grande question de la Révolution, c'est qu'est-ce qui doit être conservé. Et s'il y a des formes justement anciennes, des modes de vie, des formes de vie, etc., qui doivent être absolument préservées, il y en a en même temps d'autres qui sont oppressives, aliénantes, etc., qu'il faut au contraire repousser, que sinon, c'est pas la peine de faire la révolution. Si on doit tout conserver, autant rester comme on est. Bon, donc il y a ça, il y a des vestiges du passé, et il faut faire voilà, il y a une sélection. Peut-être que ce que Marx n'a pas réussi à faire avec sa théorie, quand on voit ce que ça a donné, c'est peut-être une espèce de mise en abîme dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais oui, dans l'idée de Marx en Amérique, il y a aussi un Marx que je dis possible, et peut-être aussi une révolution qui aurait pu être tout à fait différente de celle qui a eu lieu. Et donc, le devenir du communisme est interrogé aussi par là. C'est-à-dire qu'au fond, le grand échec du communisme d'État, évidemment, c'est quelque chose qui est un peu en filigrane dans l'ouvrage. Hein. C'est quelque chose qui hante aussi le volume, et même tous les travaux qu'on a faits, c'est toujours un petit peu ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui, on pourrait dire sauvé de Marx, en quelque sorte. Qu'est-ce qui peut être sauvé de Marx à une époque où, justement, le marxisme organisé a donné lieu à des formes politiques aussi monstrueuses
l'ont donné. Donc c'est quand même la grande question. Donc moi j'ai voulu faire ça comme ça, et renouer aussi avec une littérature qui garde une ambition politique et une ambition révolutionnaire. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que la littérature prenne position. C'est-à-dire, pas seulement se contenter de la plainte, des mots et des symptômes du jour. Il y a une abondante littérature qui parle des douleurs, des souffrances qu'on éprouve, etc., en tant que membre de ces sociétés, des sociétés dans lesquelles on vit. Mais moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est quelle est la littérature qui donne envie de la révolution. Voilà. Mais il y a eu un courant qui s'appelait le surréalisme, et leur revue s'appelait le surréalisme au service de la révolution. Bon, est-ce que c'est possible aujourd'hui de renouer avec une littérature qui ne soit pas celle de la plainte, mais celle de l'ambition révolutionnaire? Voilà, c'est un peu le défi. Et j'étais très attaché à un texte, très frappé par un texte d'une jeune écrivaine qui s'appelle Nathalie Quintane, et qui a fait un texte qu'on trouve sur Internet, et qui est quelque chose comme pourquoi l'extrême gauche n'aime pas la littérature. Et la réponse que j'ai, c'est est-ce que la littérature, finalement, elle donne vraiment envie de bousculer les choses? Au contraire, elle a un côté terriblement démoralisant et dépressif. Bon, moi, j'ai voulu faire un livre antidépressif. Voilà. J'en ai marre de lire des trucs où, mon papa a fait ça, ma maman a fait ça, etc. Mon frère a fait ci, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On est plein de ces livres-là, et vous sortez de là, vous dites, pourquoi il ou elle n'a pas été en analyse, quoi. Je veux dire, elle a fait 200 pages sur ce truc, et peut-être qu'en analyse, ça aurait été plus simple. Bon. Ils ont peut-être été en analyse, voilà. Mais j'ai des copains analystes qui me disent la même chose. Ils me disent, c'est vrai, quand je lis un truc comme ça, c'est ce que j'entends sur mon divan. C'est la même chose. Bon, alors, je ne vais pas dire du mal de tous ceux qui produisent ces livres-là, et qui se vendent d'ailleurs très bien, mais je dis, il faut quand même trouver un peu un autre ton. Faire autre chose quand même. Christian, merci infiniment pour la transition. Tu as cité le surréalisme. Je voulais évidemment, pour terminer, vous suggérer, je l'avais avec moi, on ne s'est pas concerté. Non, pas du tout. Donc, je voulais vous suggérer un essai de André Breton, qui s'appelle Point du jour, c'est des textes, et notamment un très grand texte là-dedans qui s'intitule Légitime défense, qui est une réponse à un article du journal de l'Humanité. Et vous allez voir la résonance de ce que tu disais, une littérature qui donne envie, disons, de rêver à la révolution, sinon de la faire. Ça, c'est André Breton, c'est 1926. Et vous verrez que l'internationalisme était déjà là, qui est passé par Walter Benjamin, évidemment. Donc, voilà, on ne sait pas, tu as cité le surréalisme, mais je ne savais pas. Voilà, donc André Breton, Point du jour, il y a plusieurs textes, dont Légitime défense. Et pour être complet, je vous convie la semaine prochaine, si vous voulez bien, à une rencontre avec David Uri, qui est un romancier et qui a écrit celui qui s'intitule Beirut Forever, qui se déroule pendant les 3 dernières années au Liban. Donc, vous le savez, on commémore cette année, ce mois-ci, les 50 ans du déclenchement de la guerre au Liban. Donc ça, c'est un roman noir qui se déroule au Liban. Il s'agit de l'assassinat d'une universitaire qui contribuait à la rédaction d'un manuel scolaire sur l'histoire du Liban. Donc il y a toute une intrigue. C'est un très beau roman. Voilà, donc c'est mardi prochain, 15. Donc le 15, oui, on sera le 15 à 19h. Christian, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci.